entretien cet après-midi avec deux auteurs, Virginia Pescé-Mapeo-Bordelot ainsi que François Lévesque, qui ont réalisé un magnifique livre, La bienveillance des ours. Donc, nous parlerons évidemment de ce magnifique livre pendant 30 minutes. Un livre où deux auteurs ont pu nous livrer de vibrants témoignages sous forme de correspondance. Donc, juste avant de pouvoir leur parler, je vais faire une courte biographie là, des deux auteurs. Née à Rapide-des-Cèdres, près de Lebel-sur-Quivillon, en 1951, Virginia Pescé-Mapeo-Bordelot a vécu son enfance tout près d'ici, à Sainte-Terre. Personnalité bien connue en Abitibi-Témiscamingue, plusieurs la connaissent comme peintre à la carrière impressionnante. Depuis 2007, nous l'avons découverte également comme écrivaine avec son premier roman, Ours bleu, une quête identitaire mais aussi spirituelle. Sa plume d'écrivain, tout comme son pinceau d'artiste, trace une ligne touchante qui ne laisse personne indifférent. Et ce, depuis maintenant plus de 40 ans. Bonjour Virginia. Bonjour Karine. Né le 11 mai 1978 à Val-d'Or, François Lévesque a grandi également à Sainte-Terre, auteur de nombreux romans policiers et romans noirs dont L'automne écarlate, Une maison de fumée ou En attendant Russell. C'est en 2008 qu'il écrit son premier livre, un roman jeunesse, Machi, l'esprit du lac, où il remporte le prix Cécile Gagnon 2009 pour une première œuvre pour la jeunesse. Détenteur d'une maîtrise en études cinématographiques, il est également critique de cinéma au journal Le Devoir depuis 2008, où il a été reconnu en 2012 grâce au Grand Prix du journalisme indépendant catégorie meilleure critique culturelle écrit. Ce critique de cinéma et auteur est certainement l'un des secrets les mieux gardés en Abitibi-Témiscamingue, qui sait faire briller avec fierté sa région d'origine. La bienveillance des ours, c'est le premier titre de la collection Forêt aux éditions du Quartz. Puisque vous avez été la première auteure interpellée dans le projet, parlez-moi de cette nouvelle collection du Quartz. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais je ne suis pas trop au courant parce que je ne suis pas trop impliquée dans les éditions en tant que telles, sauf que c'était une idée que la nouvelle Marie-Noël Blais a eue. C'était la nouvelle directrice littéraire. Et puis, donc, de faire correspondre des écrivains de différents âges, points de vue, d'écriture, tu vois. Puis, dans le fond, pourquoi on m'a demandé à moi de commencer, là, c'était que, je veux dire, ça va bien avec les éditions du Quartz et moi. Puis donc, ils m'ont demandé de choisir quelqu'un avec qui je voudrais correspondre. Puis, moi, je leur ai dit avec François Lévesque. Pourquoi François Lévesque? Justement. Pourquoi? Parce que François, je l'ai rencontré au Salon du livre de l'Outaouais l'année d'avant. Et puis, on nous avait interviewés tous les deux sur le sujet des femmes autochtones disparues ou assassinées. Moi, je venais de publier Poésie en marche pour Cindy. Et lui, il avait écrit Neige rouge, une histoire qui se passe à Sainte-Terre. Donc, ben, on sent que c'est à Sainte-Terre, là, tu sais. Puis, c'est une femme qui a été assassinée, une femme autochtone, Anishinaabe, qui a été assassinée, et sa fille, qui avait été témoin du meurtre, se sauve finalement. Donc ça tournait autour de ça. Donc, quand on est arrivé sur la scène, et puis on s'est mis à parler, là, puis il y avait vraiment quelque chose qui a cliqué entre nous, entre François et moi. Et puis, ce qu'il avait vécu à Sainte-Terre, parce que moi, j'ai lu beaucoup de ses livres. Et donc, même si ce n'est pas autobiographique, il y avait beaucoup d'informations dans ces livres-là qui parlaient de lui. Hein? Et puis, donc, je trouvais que c'était un homme sensible, puis très intéressant aussi là, à discuter avec. Je lui avais dit, j'aurais aimé ça être son ami, là, tu vois, je veux dire. Il y avait déjà comme vous aviez déjà des ressemblances, vous étiez déjà bien quand vous discutiez ensemble. Oui, oui, parce qu'on s'était déjà rencontrés dans d'autres maisons du Salon du livre, là, mais tu sais, c'était pas vraiment, on s'était pas
avancé autant que cette fois au Salon du livre à Outaouais, en Outaouais. Exactement. Il y avait, vous me parlez justement vous êtes des gens qui sont réservés. Oui. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on ressent quand on vous rencontre. Avec un pas de recul, qu'est-ce qui vous a permis? Parce que la bienveillance des ours, évidemment, c'est la correspondance, mais on découvre chacun vos univers. Vous essayez de vous rejoindre sur certains thèmes. Vous répondez à d'autres aux questions. Vous en lancez. Donc, c'est vraiment un magnifique livre. Qu'est-ce qui vous a permis, selon vous, de justement avoir cette profondeur-là, de pouvoir aller aussi loin puis de se livrer autant? Je pense que, en fait, on a connecté au niveau, comme je disais que c'était un homme sensible, on a connecté au niveau de notre sensibilité. Et puis des expériences qu'on a connues, qu'on a vécues, on a quand même eu des expériences difficiles au niveau du rejet de François, bon, du fait qu'il était homosexuel dans un petit village. Et moi, étant amérindienne, métisse, donc mélangée, rejetée, autant parfois par les Blancs que par les Autochtones. Et donc, on avait ce retrait, justement, de l'univers des autres pour se protéger. Et puis on sent ça. Tu sais, je veux dire, on le sent quand il y a quelqu'un qui est comme nous, blessé, la même blessure qu'on porte. Mm-hmm. Et en même temps, c'est rencontré comme un frère ou comme une sœur d'esprit, là, tu vois. Alors, c'est ça. C'est-à-dire, et puis, on était bien ensemble, tu vois, là, parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvés à Montréal, et puis on est allé manger dans un restaurant, puis là, on a parlé de bien d'autres choses, tu sais, là. Est-ce que c'était pendant la correspondance ou avant la correspondance? Parce qu'il faut savoir que le livre a été écrit avant le fameux mois mars 2020, donc avant la pandémie. Est-ce que pendant la correspondance, est-ce qu'il y a eu seulement la correspondance ou justement vous êtes allés manger ensemble durant cette correspondance-là? C'était le livre achevait. On achevait le livre parce que le livre a été quand même terminé au début de 2020, juste avant le début de la pandémie. Et moi, je revenais d'un voyage, je crois que j'étais allée dans l'Ouest canadien. Puis c'était au retour de ce voyage-là que j'ai rencontré François. Et le livre était terminé, je veux dire, la première partie du livre. Par la suite, il m'avait réécrit pour me dire qu'il était pas bien avec l'histoire de la COVID, là, parce que nous, on a terminé le livre, le COVID n'était pas arrivé encore. Puis après, bon, il m'aurait écrit pour me dire, est-ce que je peux continuer à t'écrire là-dessus? Alors, on a terminé le livre sur la pandémie, dans le fond, pour se dire comment on vit ça, nous, on avait peur, dans le fond. Donc, tout à fait. On sent aussi cette peur-là, oui, c'est au début, hein? Oui, c'est ça, c'est au tout début. Et puis donc, de se le dire, ça nous a fait du bien. Moi aussi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait dans la finale de notre correspondance. D'ailleurs, je pense que je lui ai écrit ça. Et ça nous a fait vraiment du bien. Moi, ça m'a enlevé comme un poids là, au niveau de la poitrine quand il m'a écrit pour me demander si on pouvait continuer. Ça m'a fait du bien. Puis je sais qu'on s'est fait du bien là-dedans. Puis effectivement, puis en lisant le livre, donc évidemment, les gens ont le regard après pandémie. Puis c'est drôle, c'est presque, c'est drôle, c'est prémonitoire. On dirait, vous parlez de virus, d'humanité, de présence de virus. Et vous aviez déjà vu juste, vous étiez déjà en train de c'est comme si vous saviez qu'est-ce qui allait se passer quelques mois plus tard. En tout cas, on le ressent dans une de vos communications. Ouais. Après coup, qu'est-ce que vous avez amené à penser peut-être qu'il y allait avoir une crise sanitaire ou un virus ou quoi que ce soit? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que je parlais des pandémies que les Autochtones ont subies, souvent parce que
on leur a donné comme des couvertures infestées de variole, donc Tout à pour fait. les éliminer. Vraiment, l'idée, c'était de nous éliminer. Et donc, je parlais de ça, et puis j'écrivais là-dessus à François, et par la suite, je lui ai raconté que mon père avait dit, que mon père nous disait que lui, c'était un homme qui lisait beaucoup, c'est un homme qui était instruit. Et un jour, il m'avait dit que, tu sais, il dit, ce qui va tuer l'homme, il dit, c'est sa façon de se conduire envers l'environnement. Et il dit, un virus. Il dit, il va sûrement y avoir un virus, comme que sa mère est décédée de la grippe espagnole. Donc, lui, il avait vécu ça, mais aussi les Autochtones ont vécu beaucoup d'élimination par des maladies. Donc, c'est de ça que je parlais. Je veux dire, puis que ce soit arrivé tout de suite après, un mois, 2 mois après, ça, on peut dire que c'est le hasard. Mais il y a une chose que je dois vous dire, c'est que les artistes et les écrivains, surtout les écrivains, on a souvent des prémonitions. On dit souvent des choses qui vont arriver. Ah oui? Que ce soit au niveau mondial ou simplement dans nos vies quotidiennes, dans nos vies, là, tu sais, comme... je sais pas, je pense que les humains, on a des antennes, là, tu sais, puis certaines plus que d'autres, je dirais. Puis quand on est à l'écoute, d'autant plus, on Oui. arrive peut-être à les sentir. Quand on est ouvert, oui. Exactement. Et justement, bon, on essaie toujours de régler les problèmes techniques, mais on va continuer. On espère de pouvoir parler avec Monsieur Ben, Lévesque. j'espère. Donc, je voulais revenir sur, bon, on a parlé évidemment de la marginalisation, de l'enfance, parce que l'enfance est un grand thème de ce livre. Est-ce que vous pensez qu'en étant différent, puis là, vous dites quelque chose de magnifique dans une des lettres, aux idées véhiculées par la majorité, qu'on est marginal, qu'on est différent, justement. Est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur votre parcours comme écrivaine? Est-ce que vous pensez que ça vous a permis, justement, d'être écrivaine, peut-être? Quand on vit la différence au quotidien, quand on doit être plus forte, notamment. Mais c'est sûr que j'écrivais déjà quand j'étais enfant. Et, aussitôt que j'ai su écrire, dans le fond, j'ai commencé à écrire. Et c'était surtout beaucoup de journal, tu vois, écrire des Journal de journaux, bord. des journaux de bord, tu vois. Et écrire, ça permet de lâcher du lest, tu vois, de se libérer. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'écrire. Et je savais pas que j'allais devenir sérieusement écrivaine, là, tu vois, parce que j'écrivais beaucoup, mais moi, je voulais être peintre. C'était ça d'abord que je voulais faire. Puis ça, c'était clair dans mon esprit. Et c'est ce que je suis devenue. Et, mais par la suite, bon, tu nous entends? Donc, on a quand même un problème technique de régler. Donc, on entend François. Est-ce que François nous entend? Oui, je vous entends. Ah, génial! On est bien contents. Oui. Contente de vous retrouver. Donc, on parlait de l'enfance, François, parce que c'est un thème central dans le livre. On se disait, est-ce que ça a eu un impact sur votre rôle ou un impact sur l'idée de devenir écrivain? Est-ce que la différence, l'enfance, parce que, bon, on parlait de la marginalité juste avant, est-ce que ça fait en sorte qu'on peut justement décider d'être écrivain, de foncer, de ne pas avoir cette peur-là d'écrire? Décidé de devenir écrivain, mais par contre, j'ai toujours été un enfant très imaginatif. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination et l'imagination a toujours été un refuge pour moi, surtout dans les moments plus difficiles. Vous parliez d'intimidation. Je présume, je sais à peu près de quel passage de l'échange vous parlez. Donc oui, l'imagination, ça a été un grand refuge à ce niveau-là. Et une chose entraînant une autre, euh,
Ben, cette imagination-là a fait que ben, je me suis intéressé à l'art, au cinéma, et graduellement, j'ai eu un désir de raconter des histoires, moi aussi. Puis l'envie d'écrire est née comme ça, donc je suis devenu écrivain un peu par accident, au terme de toutes ces tribulations-là. Et cette correspondance, en fait, je vais revenir au début de l'entrevue parce que il y a vraiment un aspect que je voulais traiter avec vous, M. Lévesque. C'est quand vous avez eu l'appel, parce que Virginia a été choisie là, pour Oui. réaliser ce livre-là avec les éditions du Quartz, qui est un lieu de rassemblement où on met des gens ensemble pour pouvoir établir cette correspondance-là. Quelle était votre réaction quand vous avez reçu l'appel ou je ne sais pas si c'était écrit ou un courriel, là, l'appel Virginia, de Virginie? Donc, oui, j'étais. quelle a été votre réaction? Ah, j'étais enchanté, j'étais vraiment ravi que Virginia ait pensé à moi. Et j'étais à un moment où je vivais de grands doutes par rapport à ma pratique littéraire. Je songeais à arrêter d'écrire. Mais quand Virginia m'a proposé cette expérience-là, dans mon cœur, ça a tout de suite fait oui, oui, je veux faire ça, je veux faire ça absolument. Donc, j'ai eu aucun doute et j'ai plongé avec elle. Et cette correspondance-là, discuter à distance avec Virginia comme ça, c'est devenu. Ben, ça m'a redonné le goût d'écrire carrément. Donc, ça nourrit chacun, parce qu'on le sent aussi, hein, à travers la correspondance, on le sent que vous vous nourrissez l'un et l'autre. On sent le goût d'écrire sur des thèmes. J'ai l'impression que c'est une correspondance qui vous a nourri comme écrivain. Ah, complètement, complètement. Puis, on s'est pas vraiment donné de ligne directrice avec Virginia. On s'est dit, on va s'écrire comme ça. Virginia a écrit une première lettre, j'ai rebondi, puis on a continué comme ça, vraiment sans chercher à déterminer de ligne éditoriale ou d'enjeux dont on voudrait traiter ou de grands thèmes. Ça s'est vraiment fait de façon très naturelle et spontanée. Euh, il y a eu un élément peut-être thérapeutique dans l'aventure, mais comment dire, c'était pas prémédité du tout, du tout. Et puis, ben Virginia, elle l'a peut-être dit de son côté ou pourra le confirmer sans doute, mais on s'est ouvert l'un à l'autre beaucoup plus que ce qu'on avait anticipé au départ. Et de ça aussi, je suis très reconnaissant. C'est l'idée de correspondance qui fait en sorte que, justement, on va davantage en profondeur ou... Ah oui, oui, définitivement, la forme de la correspondance permet ça, permet ben, d'une part d'établir un rapport de confiance euh, à la lecture de ce que nous donne l'autre personne et ça permet dans un second temps aussi de peut-être une certaine impudeur ou en tout cas oui, oui, je dirais une certaine impudeur parce que l'écriture, on est seul face à son écran, on n'a pas la personne en face de soi. Donc, il y a cette distance-là. C'est moins intimidant peut-être de dévoiler des choses que si la personne est là juste devant nous. Des fois, on va se retenir de dire certaines choses ou on va se garder une petite gêne, alors que dans l'écriture, c'est beaucoup plus facile d'être complètement ouvert, complètement libre. Est-ce que On est sur... c'est clair ce que je dis? Oui, ça résume très, très bien ce qu'on ressent, en tout cas comme lecteur également. Euh, on est au Salon du livre de la Abitibi-Témiscamingue. Il y a un aspect que je voulais ne pas oublier, c'est l'aspect de la forêt, parce que pour vous, en tout cas, vous en parlez, c'est un filigrane dans votre vie, à vous deux. Dites-moi, qu'est-ce que représente la forêt pour vous, celle de l'Abitibi-Témiscamingue, entre autres? Vas-y, François. Ah, les belles épinettes noires. Euh, c'est des Ou fois. l'enfance, hein, ça a un lien Ah oui, directement avec l'enfance et les souvenirs. oui, j'ai grandi à côté d'un gros boisé qui précédait une forêt. Puis, j'ai pas grandi à la campagne comme tel. J'ai eu le meilleur des deux mondes. J'étais dans un quartier
hors du centre-ville, près d'une rivière, avec ce boisé-là, puis cette forêt-là pas loin. Donc, j'avais vraiment les deux mondes, mais puis dans un quartier où on était beaucoup d'enfants dans les mêmes âges et on était toujours en train de jouer dans ce boisé-là. J'ai passé énormément de temps là à m'inventer des histoires. C'est peut-être là que j'ai commencé à être écrivain sans le savoir. Euh, et plusieurs de mes premières histoires sont nées dans ces contrées-là, imaginaires. Et à ce jour, tout ce que j'écris, les décors même quand je les nomme pas, sont ceux de l'Abitibi. J'ai beau demeurer à Montréal depuis une vingtaine d'années, j'ai mes épinettes noires tatouées sur le cœur à jamais, là. Donc, ça reste. Et vous, Virginia? Ben moi, je suis née en forêt et j'ai vécu sous beaucoup de ma vie, longtemps de ma vie, proche du bois. Encore aujourd'hui, je vis entourée de forêts. Et tout à l'heure, en prenant la route, on s'en venait et je disais, c'est beau l'Abitibi, hein? C'est donc bien beau l'Abitibi. Je veux dire, toutes ces couleurs, ce vert tendre de ce temps-ci, là, ce vert tendre dans les arbres, et puis les forêts d'épinettes, et puis de sapins, tu sais, je veux dire, tout entrecoupé de couleurs comme ça, là, c'est magnifique. C'est ce qu'on se disait, que l'Abitibi, c'est beau. Et puis, c'est aussi... dans le fond, c'est ma maison. La forêt, c'est ma maison. C'est-à-dire, quand tu as été élevé, par exemple, sous la tente, là, c'est belle valeur, mais tu sais, le vent fait partie de ta vie. Tu sais, le son du vent, le son des oiseaux, tu dors bien. Dans moi, dormir sous la tente, là, c'est vraiment pour moi comme revenir à quelque chose de précieux, de sain, de calme, de doux, là, tu vois. Alors, oui, j'ai essayé d'habiter la ville. Et puis, je revenais aussitôt. Une fois, j'avais fait 6 mois à Montréal. Je n'ai pas été capable de vivre plus que 6 mois à Montréal. Je pleurais au téléphone. Je parlais à mon frère. Il me disait, viens me chercher. Viens me chercher. Donc, c'est sûr que, bon, j'ai parlé d'enfance, j'ai parlé de la correspondance, l'acte d'écrire également. On aurait pu en parler pendant des heures parce qu'il y a plusieurs thématiques vraiment plus touchantes les unes que les autres. Mais l'entrevue tire bientôt à sa fin. Je veux vous entendre parler également sur l'écriture, parce que l'écriture du livre s'est fait avant la pandémie. Vous en faites référence à la fin là, dans une dernière correspondance là, quelques mois plus tard, je pense en début de pandémie, en mars 2020. Depuis, bon, il y a eu la pandémie, la société a continué à évoluer peut-être différemment. Les médias ont accordé de plus en plus d'importance à la marginalisation, évidemment, en regard d'événements qui ont été tragiques, mais on l'a senti vraiment. Si vous aviez à continuer cette correspondance-là, parce que c'est un thème qui était récurrent dans votre correspondance, est-ce qu'aujourd'hui, en mai 2021, vous continueriez sur cette voie ou vous utiliseriez d'autres types de sujets sur lesquels vous voudriez vous exprimer? C'est difficile à répondre. Mais tu me lances. Vas-y. Vas-y. Dois-je comprendre que... je pense que si on reprenait la correspondance, par ailleurs, on s'écrit de temps à autre, mais si on reprenait l'exercice vraiment de correspondance dans le même esprit, j'ai l'impression qu'on reprendrait ça de la même manière qu'on l'a amorcé, c'est-à-dire sans se donner de balises, sans se dire on va parler de ceci plutôt que de cela. J'ai l'impression que ça prendrait la forme que ça prendrait, puis qu'on se trouverait à se confier, puis à discuter de choses peut-être qu'on serait étonné d'aborder, qui pourtant s'imposeraient. Là. J'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression que ça serait différent, même si les mois passés, je pense que ce serait facile de reprendre ça exactement là où on a laissé, sans que ce soit difficile ou embêtant. C'est un exercice qui a été vraiment, vraiment facile. Ça coulait, en tout cas de mon côté. Oui, complètement. C'est ça.
moi, c'est pareil. J'avais hâte de recevoir la correspondance de François parce que il y a des moments où ça a été long avant qu'il me réponde et parce qu'il travaille, hein. Je veux dire, il travaille sérieusement, lui. Il a une job. Ils ont déjà des insides en plus, hein? Alors, alors j'avais hâte qu'il me réponde pour pouvoir pour pouvoir lui écrire encore plus parce qu'entre-temps, j'avais eu d'autres idées, tu vois, j'avais eu d'autres idées en attendant sa réponse. Et puis, c'est ça, ça déferlait, là. C'est-à-dire, quand on s'écrivait, c'est-à-dire, il fallait que j'arrête à un moment donné parce que je me suis dit, il faut arrêter, tu sais, pour que lui puisse me répondre, rebondir là-dessus. Et puis, je crois que tu as raison, François, de dire qu'on resterait pareil comme quand on a commencé à écrire, c'est-à-dire que... Sous la même forme. Sous la même forme, oui, je crois qu'on irait en plus profondeur. Quoique c'était pas mal profond, qu'est-ce qu'on a fait. Tout à fait. On cherche Tout à fait, je confirme. Je confirme. En terminant, j'aimerais connaître un peu vos projets. Vous avez dit que ça vous avait nourri, évidemment, cette correspondance-là comme écrivain. Sur quel projet êtes-vous en train d'écrire, François? Ben moi, c'est grâce à la correspondance. Je disais que discuter avec Virginia, ça m'a redonné le goût d'écrire et c'est vraiment le cas. Dans le recueil, je fais état d'une idée de conte que j'ai eue pendant qu'on s'écrivait. Ben, ce conte-là, je l'ai écrit. C'est devenu un roman jeunesse. Je l'ai remis à mon éditeur. Donc, je pensais jamais réécrire du jeunesse. J'en ai écrit qu'un seul au tout début de ma carrière. Et puis, ben voilà, j'en ai écrit un deuxième. J'ai aucune idée de quand ça va paraître, mais c'est fait. Puis là, ben, je suis déjà lancé sur un prochain roman adulte. Là, j'en suis à écrire ça au travers de mon travail, évidemment, que j'adore comme critique de cinéma. Oui. Oui. Moi, je vais me mettre à la peinture un peu là, sur le thème des femmes, justement, disparues, assassinées. Donc, une série sur les animaux totems et les femmes, là, tu vois. Et probablement, en même temps, écrire des textes, continuer à écrire des textes sur le sujet. Et puis, j'ai 2-3 idées de romans, là, c'est difficile là, à départager. Donc, il y a beaucoup de matériel qui est là. Je dirais, il faut vraiment que j'attende que ça se tasse et que le goût de me lancer dans quelque chose vienne. Parce que j'ai beaucoup écrit l'année dernière. J'ai écrit mon livre d'art, puis j'ai écrit le recueil, puis bon. Et puis bon. Et j'avoue que je suis un peu fatiguée. Donc, ça sera le repos pour les prochains, pour se ressourcer. Oui, faire autre chose. Donc, c'est déjà la fin de cette rencontre. On en aurait pris plus, ça, c'est certain. J'aimerais remercier François Lévesque de s'être joint à nous en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on te salue. Et, Un gros merci. Puis, vous allez probablement vous revoir bientôt. Ben, j'espère qu'il va descendre en Abitibi. Hein? Monter en Abitibi. J'ai hâte. En tout cas, Dès que j'ai ma deuxième dose. OK. Parfait. Donc, il y a une promesse. Au bec, Virginia. Oui. Bye. Donc, on remercie François. Merci beaucoup de cette présence. Merci. Donc, je vais garder avec moi Virginia puisque c'est le moment où, vous savez, l'an dernier, le 44e Salon du Livre tenait à vous rendre hommage pour vos 20 ans de carrière. OK. Et cette année, 45e Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on l'avait repoussé l'an dernier. Oui. COVID oblige. Et là, cette année, on vous le présente. Dans cet hommage, vous allez voir vos amis, votre entourage, qui vont témoigner du respect, de l'admiration et de l'affection qu'ils éprouvent pour vous. Donc, j'aimerais vous présenter cette magnifique vidéo. Merci. François, tu restes là?